Mardi 7 février 2023, l'École nationale vétérinaire d'Alfort accueillait la convention annuelle du Conseil de développement du Val-de-Marne. Le Conseil de développement du Val-de-Marne, c'est surtout une aventure humaine. Ça fait presque 30 ans qu'avec de nombreuses personnalités du département, de nombreux chefs d'entreprise, dont je fais partie, avec des universitaires, des syndicalistes, des associatifs, l'État aussi, tout le monde a décidé de se retrouver pour proposer, réfléchir, débattre, avec la volonté de nourrir un peu les réflexions, notamment des décideurs qui, dans d'autres enceintes, sont amenés à prendre des décisions. Et nous sommes surtout attachés à penser, à la lumière de la transition environnementale, ce que pourrait être le département notre territoire, en 2040. Et ça a été l'objet de ce manifeste qui a été adopté et qui est maintenant débattu et qui est ensuite, bien entendu, on l'espère, progressivement mis en œuvre. Le CODEV, c'est aussi une fabrique de projets, et j'en cite 3. Le premier, c'est la mobilisation qui a été la nôtre pour la construction de ce Grand Paris Express qui va totalement révolutionner le fonctionnement de la métropole francilienne. Ensuite, ça a été un sujet sur lequel mon ami André-Laurent Parodi s'est beaucoup investi à la demande des élus, sur ce que va devenir la Cité de la gastronomie à Rungis, qui verra le jour d'ici quelques années. Et puis enfin, cette démarche qui est rentrée depuis quelques jours dans l'actualité, puisque comme chacun le sait, les pouvoirs publics ont décidé de participer à l'émergence d'un centre de recherche en lien avec l'Université de Paris-Saclay, bien entendu, qui va devenir un centre de renommée mondiale, je dois le dire, à Villejuif, à Gustave-Roussy, de lutte contre le cancer. Et hélas, il y a beaucoup de choses à faire sur ce domaine. Cette convention annuelle a été l'occasion d'une 27e session exceptionnelle des rencontres La Ville, la Vie, la Santé, en hommage à André-Laurent Parodi, directeur honoraire de l'ENVA et l'un des membres fondateurs du CODEV du Val-de-Marne. Merci d'avoir organisé cette réunion ici. Merci de rendre hommage à André Parodi. Merci du thème. Donc on a intitulé cette rencontre « Peut-on couper des arbres en ville ?» Et avant d'en venir aux questions pratiques que pose la présence du vivant et de l'arbre dans l'urbanisme reconsidéré d'aujourd'hui, ce sera la deuxième partie, je voudrais qu'on fasse dans la première partie toute sa place à l'arbre avec un A majuscule. Maintenant c'est tout à fait admis, il communique. Il communique par voie aérienne et par voie souterraine. Le champignon est capable de faire transiter des matières et des informations d'un arbre à l'autre. C'est un des problèmes des arbres en ville, c'est qu'ils n'ont pas vraiment la possibilité de communiquer entre eux. Les premiers mouvements de conservation des arbres concernaient des arbres remarquables. Et à l'époque, la définition n'était pas la même qu'aujourd'hui. Un arbre remarquable, c'était un arbre vénérable. La question ville-nature, dans la pensée urbaine, elle n'est pas nouvelle. On a quand même Haussmann et ses arbres d'alignement, même si c'est une nature très ornementale. On a les cités-jardins à la fin du 19e, on en a quand même une quarantaine qui ont été créées en Île-de-France. La question de la représentation, c'est vraiment la question pratique, effectivement, qui se pose quand on reconnaît des droits à un écosystème, à un élément de la nature, qui va être légitime pour porter la voix de la nature. On a proclamé la déclaration des droits du fleuve Tavignano en Corse à l'été 2021. Qui doit représenter ce fleuve? Est-ce que ça doit être des élus locaux? Est-ce que ça doit être des juristes? Est-ce que ça doit être des philosophes, des anthropologues, des usagers? En fait, il faut une diversité de représentants pour représenter au mieux les intérêts du fleuve. Moi, je ne défends pas l'idée du sauvage. Par contre, je défends l'idée d'une plus grande intimité entre nature et ville. Et donc, au fond, on essaye d'inventer des climatiseurs, d'inventer tout un tas de dispositifs pour rendre la ville vivable. Il faut qu'elle soit plus arborée. Il ne suffit pas de planter des arbres. Mon voisin un jour m'a dit « les arbres en ville sont tellement malheureux que je ne sais pas si je les défendrais ». Mais il faut penser des corridors écologiques, il faut préserver. On a les bords d'autoroute, par exemple. Je peux vous dire que beaucoup de promoteurs regardent les bords d'autoroute comme un endroit où il va y avoir beaucoup d'argent à se faire le jour où les voitures seront moins polluantes, etc. Eh bien, faisons-en plutôt des réserves de biodiversité. En Île-de-France, je vous dirais, on n'a plus besoin de construire. Plus de 4 millions de mètres carrés de bureaux vides et on continue à livrer des millions de mètres carrés de bureaux chaque année avec un nombre considérable de logements vides. Il y a quelques années, j'ai défini l'architecture comme une installation de la vie par une matière disposée avec bienveillance. Et dans la bienveillance, il y a la beauté
On ne produit pas de la beauté juste pour faire de la beauté, on le fait parce que nous en avons besoin. Cette notion de beau, moi je suis très sensible, c'est un vrai sujet, je trouve, en écologie, on devrait le mettre en avant. Les premières réserves en France en forêt de Fontainebleau l'ont été à la demande des peintres, des artistes de Barbizon. C'était cette notion d'esthétisme et de beauté qui a été mise en avant même de parler de biologie. C'est autour de cette notion de beau qu'on a commencé à regarder la nature avec l'idée peut-être qu'on pouvait en prendre soin. Et donc c'est vraiment quelque chose qui historiquement a marqué notre mouvement de protection en France. Avoir des arbres, c'est aussi avoir une faune d'arthropodes potentiellement vecteurs de maladies. Donc considérer la renaturation, c'est aussi considérer les enjeux, bien sûr, sanitaires pour l'homme en termes de maladies infectieuses, aujourd'hui plus que jamais, pour des raisons évidentes, la déforestation le produit, mais en sens inverse, la renaturation doit considérer les impacts sanitaires. On est sur des enjeux de santé urbaine, des enjeux de santé globaux, et aujourd'hui, on a beaucoup de mal à adresser ces questions-là qui sont complètement aux interfaces de la planification urbaine. Nous avons voulu essayer de restituer l'atmosphère des rencontres précédentes. Un effort de synthèse était fait avec facilité et aisance, brio, par André-Laurent Parodi, et le pilier du CODEF, François Lescheider, va essayer de tenir cette place difficile. Alors on vous attend au débuché, François Lescheider. Comment vous allez faire pour synthétiser ce qui a été dit ? Je vais m'essayer, mais effectivement, la charge est lourde et sans la prétention de pouvoir effectivement reprendre le rôle qu'exerçait ou que tenait à cette place André-Laurent Parodi. Une synthèse, mais peut-être pour ouvrir un débat qu'on n'a pas pu avoir dans le temps contraint qui a été le nôtre ce matin, compte tenu des circonstances. D'abord, pour vous remercier, Jean Lebrun, d'avoir su tenir, malgré le temps court, le fil du débat qu'on souhaitait mener, en abordant, même de façon trop brève, les différentes facettes qu'on avait imaginées. Le lien entre nous et les arbres en ville est un lien étroit, et Francis Salé l'a rappelé. Un temps d'hommage a conclu cette convention annuelle avec les interventions et les témoignages de plusieurs membres du CODEV et d'amis proches d'André-Laurent Parodi. André-Laurent Parodi, c'était d'abord un très très grand scientifique. Voilà, ça c'est évidemment reconnu. On n'est pas président de l'Académie de médecine comme ça. C'était aussi, comme on dit, un honnête homme, au sens où tout le monde l'entend. C'était un très grand humaniste. Et si je peux terminer par une note personnelle, parce que c'est assez singulier, ça a été un très grand compagnon du Conseil de développement du Val-de-Marne, avec un autre de ses compères, malheureusement disparu, Nicolas Laurent, qui était professeur de médecine, président de l'université de Créteil, et aussi grand professeur de médecine à Mont-d'Or. Et tous les deux sont devenus compères au sein du Conseil de développement, avec toujours cette capacité à nous challenger. Ils trouvaient des fois que j'étais trop conformiste, donc régulièrement ils me renvoyaient dans mes buts. Et je trouve que c'est comme ça qu'on progresse. Donc c'est surtout, et c'était donc pour terminer, un très grand ami. Oh bah moi, le souvenir de la malice qu'il mettait dans ses propos, parce que c'était un mandarin quand même. Parce qu'il n'a pas été président que de l'Académie de médecine, mais aussi de l'Académie vétérinaire. Et puis, on voyait le respect qu'avaient ses successeurs à la direction de l'école pour la période où il avait exercé son magistère. Mais c'était un mandarin malicieux, comme il y a des mandarins merveilleux. Moi, j'ai une image encore forte lorsqu'on l'a sollicité à animer, présider le comité scientifique de la gastronomie. Et je ne sais pas par quelle magie il arrivait à concilier des scientifiques, des chercheurs, des acteurs économiques, le marché de Rungis. Je ne peux pas parler de lui sans évoquer une période qui a été décisive pour la vie de l'école, pour son existence même. Il a pris une responsabilité, il a désobéi à sa tutelle. J'ai beaucoup apprécié parce que j'ai trouvé que c'était très courageux. Pour moi, c'était un chercheur, un rêveur, un audacieux, un généreux. Nous étions fascinés. Il était beau, élégant, il parlait bien, il faisait des cours excellents. Nous venons de rentrer dans cette école et nous avons eu une image de l'enseignement
de ce que pouvaient être les vétérinaires, qui étaient exceptionnels. C'était un maître et un modèle. On a tous été très contents de l'avoir comme ambassadeur. Il présentait tellement bien, il parlait tellement bien, il défendait un objet tellement bien. Bien sûr, il a été président de l'Académie de médecine, président de l'Académie vétérinaire, et qu'au CODEV, ça a été l'ambassadeur. Donc, Monsieur Parodi, merci, Madame, respect. Ma première image, c'est quand je l'ai rencontré il y a 30 ans ici, quand il était directeur. J'étais jeune universitaire et rencontrer le directeur de l'école vétérinaire m'avait beaucoup impressionné. Et ce qui m'avait impressionné, c'est en fait sa simplicité. Et puis, les souvenirs ensuite, c'est ceux des petits déjeuners du CODEV au Club Foch à Vincennes, des 2 professeurs de médecine, quoi. Dominique l'a dit tout à l'heure, mais voilà, Daniel Laurent et André Laurent Parodi, c'était assez extraordinaire, quoi, parce que quand je faisais des présentations sur finalement le fait que le Val-de-Marne comme territoire servant, c'était pas un problème, mais c'était peut-être un atout, je me disais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir dire face à ça. Et il y avait la provocation toujours de Daniel Laurent, et puis cette espèce de compréhension avec malice, en effet, d'André Laurent Parodi, et finalement, les 2 profs de médecine relayaient ce que je pouvais raconter comme géographe sur l'aménagement de la région parisienne. C'était assez étonnant, quoi. Les premiers mots qui me viennent, c'est d'abord le mot de bienveillance, ensuite le mot d'humanité, le mot de curiosité, et surtout, il avait une qualité qu'ont les très grands scientifiques, c'est qu'il était capable de vous rendre intelligent quand vous l'écoutiez. Il disait des choses très profondes, avec une simplicité de termes, et une très grande ouverture au monde, à la société. Et dans cette période où la parole scientifique est si souvent soit ignorée de notre côté des politiques, soit mise en doute du côté d'une ignorance encore plus grave que celle des politiques, Monsieur Parodi faisait partie des gens capables de montrer qu'il n'y a pas non plus de progrès sans connaissance scientifique. Sur le chemin de Compostelle, quand on cheminait près d'un enclos où il y avait des chevaux, je le revois se penchant et ramassant du pissenlit et donnant le pissenlit aux chevaux. Parce que c'est un cholagogue, ils apprécient ça beaucoup, ça les purge. Mais vous voyez, c'est tout à fait caractéristique de cette bienveillance qui était non seulement humaine, mais animale. Je me rappelle aussi quand on était sur le plateau de l'Aubrac, la passion qu'il avait, il les photographiait, les vaches extraordinaires qui sont maquillées, qui sont très belles. Donc il avait le sens de l'esthétique animale, parce que l'animal peut être beau. Voilà, donc c'est des souvenirs multiples et je vous dis, son souvenir ne nous quitte pas. Merci au CODEV de m'avoir permis de rappeler ce souvenir d'André. Et merci à tous.